Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de la physiologie rénale. Le rein, cet organe noble, il a une physiologie vraiment pas facile du tout. Alors on va essayer aujourd'hui à comprendre cette physiologie. D'accord? Alors le rein c'est un organe très noble. D'accord? Alors il se situe où? Il se situe dans la région lombaire. D'accord? Dans la région lombaire. Et c'est quoi cette région lombaire? C'est la face ou bien c'est la zone postérieure de l'abdomen. En rétropéritonéal, veut dire en dehors du péritoine. D'accord? Alors, nous, quand on était jeunes, trop jeunes, alors on avait pensé que les reins se trouvent dans le bas du dos. Alors réellement non. Finalement, ils se trouvent plus ou moins au-dessus. Elles se trouvent au-dessus. Elles se trouvent de part et d'autre du colonne vertébrale. Elles se trouvent pratiquement sous la dernière côte. D'accord? Alors, cette notion de localisation que les reins sont situés en bas, ça c'est faux. D'accord? Les reins se situent bien au-dessus, d'accord? Dans la région lombaire, derrière l'abdomen, en rétropéritonéal, pratiquement derrière les dernières côtes, ou bien sous les dernières côtes, de part et d'autre du colonne vertébrale. D'accord? Alors chaque rein, elle contient, si on veut schématiser un petit peu, un petit schéma, l'anatomie elle est importante toujours dans la physiologie, d'accord? Alors, voilà, les lobules, ces trucs-là s'appellent lobules, d'accord? Voilà, ou bien corpuscule de Malpighi, ou bien Malpighi, d'accord? Alors, sont des lobules, les lobules rénales, d'accord? Et chaque lobule, il va collecter, ou bien vider, ou bien verser les urines dans cette portion qui s'appelle calice, d'accord? Alors, cette partie-là s'appelle calice, la calice, d'accord? Et l'ensemble des calices, d'accord, vont verser les urines dans le bassinet. Alors cette zone-là qui s'appelle bassinet, d'accord. Et les bassinets bien sûr, et la bassinée bien sûr, elle va acheminer les urines vers l'urtère. Ça c'est l'urtère, d'accord. Et celui qui assure la vascularisation, c'est à partir de l'aorte. On a l'artère rénale, d'accord, qui va subdiviser à l'intérieur pour donner des petites artères, des petites artères, des petites artères jusqu'au capillaire, d'accord, qui se divisent ou là qui se trouvent un peu partout dans les lobules et entre les néphrons, on va parler de ça. Et il y aura une sortie du sang veineux qui va brancher bien sûr dans la veine cave inférieure. Et ça, c'est l'aorte. D'accord? L'aorte artère-rénale, les veines rénaux, bien les veines rénales vers la veine porte. D'accord? Excellent. Alors chaque lobule, elle contient des petites structures qui s'appellent néphrons. Très bien. Alors chaque rein, à la limite, elle contient autour de 600 000 jusqu'aux 800 000 jusqu'au 1 million, jusqu'à 1 million 3 selon les données de néphrons pour chaque rein. D'accord? Alors chaque rein, elle contient au minimum 600 000 à 800 000 néphrons. Alors que le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Alors, si on agrandit cette zone-là, bon, cette zone, ou bien le rein, elle est divisée en deux parties. Alors, cette partie-là, on le divise en deux parties. Cette partie extérieure, c'est ce qu'on appelle la cortex, ou le cortex, d'accord? Et cette zone intérieure s'appelle la zone médulaire. D'accord? Alors la zone corticale et la zone médulaire. D'accord? Excellent. Alors si on voit l'anatomie du néphron, alors les vaisseaux, ou bien l'artère rénale, il va arriver au niveau rénal, ou au niveau du rein, il va donner des branches, d'accord, des petites branches, des petites artérioles, d'accord, pour donner des petites artères qui s'appellent les artères afférentes. Quand on dit artère afférente, ça veut dire que cette artère, elle est en train de venir vers le néphron, d'accord. Alors, il va former une petite boucle comme ça, d'accord, on va parler de cette boucle,
et elle va sortir de l'autre côté pour donner l'artère efférente. D'accord? Alors l'artère efférente, c'est l'artère sortie, hein, qui sort du néphron, si on peut dire. D'accord? Très bien. Alors, sur cette boucle qui se forme des capillaires, il se trouve une chambre, d'accord, qui entoure cette boucle. Cette chambre, elle s'appelle capsule de Bowman. D'accord? Alors, sur cette capsule de Bowman, elle est suivie par des tubules rénales, d'accord, ou bien rénaux. Ça commence par le tube proximal contourné, proximal, TCP, d'accord. Après l'once de Henle, ça c'est connu, hein, c'est de l'anatomie pure. Ça c'est la branche descendante, puis la branche ascendante, puis le tube contourné distal pour se finir dans le tube collecteur. D'accord? Voilà le tube collecteur. D'accord? Très bien. Alors, l'artère efférente, elle va continuer le passage, d'accord? Ou bien l'acheminement pour se rapprocher un petit peu, hein, du canal collecteur proximal, puis tourner autour de l'once de Henle, d'accord? L'once de Henle, d'accord? Et elle se proche aussi, hein, ici, proche du tube collecteur distal. Elle va continuer, bien sûr, elle tourne autour du tube contourné distal et canal collecteur. Elle va sortir par ici et elle va revenir, hein, pour donner le sang veineux, d'accord, la riche en sang veineux, et revenir dans la veine rénale. D'accord? Excellent. Alors, ces artères efférentes va être poursuivie par 6 capillaires. Alors, ces capillaires, on s'appelle les capillaires péritubulaires parce qu'ils sont proches, voilà. Regarde, ils sont proches des tubules, d'accord? Par contre, ces vaisseaux-là, ils sont une dénomination un petit peu particulière qui s'appelle la vasa recta. D'accord? Alors, on a les capillaires péritubulaires et on a les capillaires péritubulaires de l'once de Henle, si on peut dire, qui s'appellent la vasa recta. D'accord? Excellent. Alors, les urines, ou bien avant de parler des urines, ça c'est un petit peu pour l'anatomie. Alors, le sang, il passe. Le sang, il arrive. Ou bien on garde toujours le même schéma. Alors, le sang arrive avec un débit de 20 à 25%, d'accord, du débit cardiaque, d'accord, 20 à 25% du débit cardiaque. La quantité du sang qui arrive au niveau rénal, elle représente 20 à 25% du débit cardiaque, quand même, c'est énorme. D'accord? Alors le sang, il va être rentré dans ce glomérule-là, d'accord? Et il va sortir de l'autre côté. Et il va faire quoi ici, au niveau du glomérule? Il va subir à ce qu'on appelle la filtration. D'accord? Alors la quantité du sang qui arrive ici, elle va être filtrée, d'accord? Elle va être filtrée pour devenir des urines. Ces urines qui se trouvent au début du canal collecteur s'appellent des urines primitives. La composition des urines primitives, c'est la même que le plasma. D'accord? Très bien. Alors cette filtration, quel est le débit de filtration? Le débit de filtration, il est autour de 120 millilitres par minute. On a dit que le débit de filtration, il est autour de 120 millilitres, ou bien millilitres par minute. Par jour, la quantité filtrée, elle est autour de 180 litres par jour. D'accord? Pour donner à la fin une quantité d'urine 1 à 2 litres. D'accord? Alors, les urines qui passent à travers ce filtre-là, d'accord, pour donner des urines primitives, comment se déroule ce mécanisme? Alors, si on agrandit cette zone, alors si on agrandit ou bien on a dans l'intraglomérule et on prend le contact entre la capsule de Bowman et le capillaire. On a, voilà,
On a dit que voilà l'artère afférente, voilà l'artère afférente, voilà l'artère efférente. Voilà, j'ai une petite boucle ici, des vaisseaux, des capillaires bien sûr, et elle est entourée par une capsule de Bowman. Alors ici, on a les urines primitives, et ici, on a les capillaires. Alors si on prend une petite partie ici, de cette partie-là, de cette barrière-là, alors si on l'agrandit, on va trouver cette barrière. Alors cette barrière, côté-là, elle est côté capillaire, et ce côté-là, c'est un côté urinaire. D'accord? Exactement comme celle-là. D'accord? Alors, on a une membrane basale, c'est la composition, on va parler des compositions de la barrière. D'accord? Barrière de filtration. Alors, on a une membrane basale. Il se trouve sur ces membranes des cellules qui s'appellent des cellules endothéliales. D'accord? Alors, ces cellules-là, elles ont la capacité d'être fenestrées. D'accord? Veut dire, elle peut créer des fenêtres dedans. D'accord? Imaginons que voilà sont les fenêtres créées par ces cellules endothéliales. D'accord? Et on a la membrane basale qui est chargée négativement. Et de l'autre côté, dans la chambre, vers le chambre urinaire, on trouve des cellules qui s'appellent les podocytes. D'accord? Qui se reposent sur cette membrane basale. Alors les podocytes, entre les podocytes, il se trouve des fenêtres. Alors les fenêtres, ou bien les fenêtres créées par les cellules endothéliales et les fenêtres qui se trouvent entre les cellules, entre les podocytes, va donner les fenêtres de filtration. Alors le passage du plasma, elle se fait à travers ces pores. Selon quelles conditions? On va voir. Alors, sur le côté capillaire, le côté artériel, côté sanguin, si on peut dire, on a une pression artérielle. D'accord? Cette pression artérielle, c'est quoi? C'est la force générée par le liquide, le sang, sur la paroi des vaisseaux. Ça s'appelle une pression artérielle. D'accord? Alors maintenant, côté capillaire toujours, on est ici. Maintenant, le sang, elle est là. D'accord? Les globules rouges, elles ne peuvent pas pénétrer ou bien traverser ces fenêtres. Parce que ils sont de grosse taille, des grosses dimensions. Voilà une grande taille. D'accord? Ni globules rouges, ni globules blancs, même l'albumine, elle ne peut pas traverser à travers ces pores. Alors, il ne se filtre pas. Pourquoi? Parce que son poids est à 168 kDa. Et c'est le poids minimal ou bien maximal. Au-delà de 68 kDa, il n'y aura pas un passage vers le secteur urinaire. D'accord? Il ne va pas subir à une filtration. D'accord? Excellent. Alors l'albumine, il ne passe pas. D'accord? Excellent. Alors le liquide, le sang qui contient des globules rouges, plasma, albumine, toute cette histoire, il est là avec une pression. Cette pression qui existe, c'est une pression hydrostatique. C'est la force du liquide sur la paroi du capillaire. D'accord? Alors cette force, c'est elle qui va entraîner le passage du plasma, d'accord? Et les différentes compositions, les électrolytes, les acides aminés, les nutriments, le glucose, comme vous voulez. C'est cette pression hydrostatique qui va pousser le passage de ces éléments vers le côté urinaire. Les capsules, dans le capsule de Bowman. D'accord? Alors, si les pores ou bien les fenêtres ont une taille plus large, le sang, les protéines, l'albumine, il va se trouver dans le capsule de Bowman par cette pression élevée, hydrostatique élevée qui se trouve dans les capillaires glomérulaires. D'accord? Alors la pression hydrostatique, elle est pour la filtration glomérulaire. D'accord? Toute augmentation de la pression hydrostatique à ce niveau va augmenter une augmentation de la filtration. D'accord? Excellent. Maintenant, on a une pression qui s'appelle la pression oncotique. Cette pression oncotique, elle est générée par l'albumine. D'accord? Alors, dans le vaisseau, la pression oncotique, elle est élevée parce qu'on a acide d'albumine. D'accord? Et au niveau glomérulaire, ou là, au niveau capsule du Bowman, on a 0 albumine.
il n'y a pas de passage d'albumine, hein, d'accord? Peut-être qu'il y aura une petite, des petites particules ou bien des protéines de bas poids moléculaire qui ont pu passer à travers ces pores, d'accord? Qu'elle peut générer une petite pression oncotique, mais à la limite, elle est négligeable. Alors la pression oncotique au niveau du capsule de Bowman, elle est pratiquement nulle. Et la loi de pression, ou bien la loi du passage de l'eau aux matières selon la pression oncotique, elle passe de où la pression oncotique elle est basse vers là où la pression oncotique elle est élevée. D'accord? Alors, la pression oncotique, elle joue le rôle contre la filtration glomérulaire. D'accord? Mais heureusement que la pression hydrostatique, elle est plus importante par rapport à la pression oncotique. Alors, ce qui vainc à la fin, c'est la pression hydrostatique. Il va donner ce qu'on appelle, il va assurer ce qu'on appelle la filtration glomérulaire. D'accord? Excellent. Alors, on a dit que plusieurs facteurs qui influencent la filtration glomérulaire, la pression hydrostatique et oncotique. D'accord? La pression hydrostatique dans la chambre urinaire, on n'a pas parlé de ça. Pourquoi? Parce que la pression ici, elle est pratiquement nulle, d'accord? Sauf dans une seule situation. Si on a un obstacle, d'accord? Si on a un obstacle urinaire, il y aura une remontée d'urine, d'accord? Dans l'arbre urinaire. Par exemple, j'ai un obstacle ici. Quand on dit ici, ça ne veut pas dire ici. Hein. Ça veut dire j'ai une lithiase, lithiase rénale. Alors, il n'y aura pas d'élimination d'urine. Alors, les urines, elles vont stagner ici. Ici, elles vont stagner. La pression, elle va s'augmenter. La pression hydrostatique. Et hop, elle va s'augmenter dans la chambre glomérulaire ou bien dans le capsule de Bowman. Alors, la pression hydrostatique, elle va s'augmenter. Et la pression hydrostatique, elle est augmentée. Alors maintenant, si on a un obstacle, il y aura une diminution de la filtration glomérulaire par augmentation de la pression hydrostatique à cause d'un obstacle. D'accord? Excellent. Aussi, on a un paramètre très important qui assure ce qu'on appelle la filtration glomérulaire, c'est le débit plasmatique glomérulaire. Hein? Le sang qui arrive à ce glomérule à travers les artères afférentes. Le débit il est important. Si le débit est important, la filtration elle est bonne. Si le débit il est bas, hein, la filtration sera basse. D'accord? Et aussi, la perméabilité et la surface du glomérulaire. D'accord? Ces deux paramètres, on va le parler après. D'accord? Et un autre élément important, c'est la tonicité des artères afférentes et l'artère efférente. On va vous donner un petit exemple. Alors, on a dit que voilà l'artère afférente. L'artère afférente. De l'autre côté, voilà l'artère efférente. D'accord? Alors, on a dit que la tonicité de ces deux artères, elle joue un rôle important dans la filtration glomérulaire. Hagda. Excellent. Alors, on a dit que la pression, ou bien la filtration glomérulaire, elle subit, ou la pression pour laquelle il y aura une filtration, c'est égal, pression de filtration, la pression hydrostatique moins la pression oncotique, fois un coefficient et toute une histoire que je ne vais pas te parler. D'accord? Mais en gros, la différence de la pression hydrostatique est la pression oncotique. Alors, on sait bien que la pression oncotique, elle est pratiquement nulle. Alors, c'est la pression hydrostatique qui assure la filtration. Maintenant, si j'ai une vasoconstriction à ce niveau-là, d'accord, au niveau de l'artère afférente, l'artère, elle se ferme. À ce moment-là, est-ce qu'il y aura une filtration glomérulaire? Oui, il y aura une filtration glomérulaire. Mais est-ce qu'elle est importante ou bien diminuée? Et bien sûr qu'elle est diminuée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volume. Hein. Il n'y a pas assez de sang qui arrive à ce niveau-là. Alors la pression hydrostatique générée à ce niveau-là, elle n'est pas vraiment importante pour assurer une bonne filtration comme le sujet normal. D'accord? Maintenant, si j'ai une vasoconstriction à ce niveau-là, dans l'artère afférente, ou bien dans l'artère efférente, si j'ai une vasoconstriction, alors il y aura une fermeture à ce niveau-là. D'accord? Alors la quantité du sang au niveau de capsule de Bowman, ou bien au niveau glomérulaire, elle va s'augmenter. D'accord? Parce que quand même l'artère afférente, elle ramène toujours du sang. D'accord? Alors la filtration glomérulaire,
elle augmente. D'accord? Maintenant, si j'ai une vasodilatation de l'artère efférente, il y aura quoi comme conséquence? Comme conséquence, il y aura une grande quantité du sang qui va arriver au glomérule et ça va augmenter le débit de filtration glomérulaire. Alors, si j'ai une vasodilatation de l'artère efférente et une vasoconstriction de l'artère afférente, il y aura quoi comme conséquence? Le sang, il va stagner à un moment donné ici, dans le capsule de Bowman, et ça va assurer une augmentation de la filtration glomérulaire. On va parler de tout ça. C'est à cause de tonus, la vasoconstriction, vasodilatation des artères afférentes et efférentes qui jouent un rôle important, bien sûr, dans la filtration glomérulaire. Excellent. Maintenant, si on veut parler des mécanismes de régulation, moi j'ai une filtration glomérulaire, j'ai un débit de filtration glomérulaire à 120 ml par minute. Ce débit-là doit être constant. Pourquoi? Parce que l'être humain, elle peut subir à une hypertension, à une hypotension. Alors le débit sanguin rénal qui arrive s'appelle le débit sanguin rénal. Le débit sanguin qui arrive, qui représente 20-25% du débit cardiaque qui arrive au niveau rénal et qui arrive au niveau de l'artère afférente, elle doit être suffisant pour assurer une bonne pression hydrostatique, pour assurer un bon débit de filtration glomérulaire. D'accord? Si maintenant j'ai une hyperpression, le débit sanguin rénal fait partie du débit cardiaque, j'ai un débit cardiaque élevé, j'ai une hyperpression artérielle. Alors le débit sanguin artériel, ou bien rénal, il va s'augmenter. D'accord? J'ai une grande quantité du sang qui arrive au niveau rénal. Alors que cette hyperpression, normalement, elle va provoquer une augmentation de la filtration glomérulaire. Non? Eh bien oui. Mais n'oublie pas une chose, que la barrière glomérulaire, ou bien la barrière de filtration glomérulaire, il est fragile. Il faut avoir une pression constante ici, d'accord? Une pression constante pour qu'il travaille dans les bonnes conditions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'artère afférente, elle doit bloquer le sang qui arrive en grande quantité. D'accord? S'il arrive une petite quantité, elle doit le demander. S'il arrive avec une grosse quantité, c'est la situation d'un pic tensionnel ou bien d'une hypertension, l'artère afférente, elle doit protéger le glomérule, d'accord, en inhibant le passage de cette quantité énorme du sang. Parce que le malade, il a une hypertension. Alors, les artères, d'accord, afférentes, ils vont faire ce qu'on appelle une vasoconstriction. Et tout ça s'appelle la régulation, on va parler de ça en détail. Alors l'objectif, c'est que les changements de tension artérielle moyenne, entre 80 et 160 mm du mercure, la pression artérielle moyenne, d'accord, c'est pas systolique. Alors, le rein, il est capable de garder un débit de filtration constant, ou bien une pression constante à ce niveau-là, d'accord, basse, et qui lui arrange pour assurer un débit à 120, malgré que les pressions sont très élevées, d'accord, à cause des mécanismes de régulation. Alors, on a deux types de mécanismes de régulation. On a une régulation intrinsèque, assurée par l'autorégulation, et une régulation hormonale. Voilà. Alors, la régulation, on a une régulation intrinsèque et une régulation extrinsèque. D'accord? La régulation de vascularisation, si on peut dire. Cette régulation intrinsèque, on a deux types. On a la régulation autorégulation, on va parler de ça, et on a la régulation hormonale, mais interrénale. D'accord? Et pour la régulation extrinsèque, on a deux types. On a une régulation d'origine nerveuse, d'accord, et on a d'origine hormonale. Mais encore une fois, cette fois, elle est extra-rénale. D'accord? Donc, dans l'intrinsèque, la régulation hormonale, les hormones viennent du rein et font leur action sur le rein. Par contre, dans l'extrinsèque, les hormones, ils viennent d'ailleurs et ils exercent leur effet au niveau rénal. D'accord? On va parler de tout ça, bien sûr, en détail. Alors, on commence
Alors pour la régulation, pour la régulation du débit sanguin rénal, on a deux moyens. On a le intrinsèque et on a le extrinsèque. On a dit que l'intrinsèque, on a l'autorégulation, d'accord? Et on a quoi? Et on a des systèmes hormonaux toujours intrinsèques. Donc on va parler de l'autre côté. Alors maintenant, pour l'autorégulation, régulation du débit sanguin rénal, intrinsèque, l'autorégulation. L'autorégulation, j'ai deux moyens. Alors j'ai la régulation myogénique. Et qu'est-ce que ça veut dire la régulation myogénique? Alors la régulation myogénique, c'est que quand il y a une hypertension artérielle, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une grande quantité du sang qui arrive dans l'artère afférente. Alors les artères afférentes, dans la musculature des artères afférentes, ils ont une sensibilité. Les cellules musculaires de l'artère afférente, elle a une sensibilité à cette hyperpression. Alors, les cellules musculaires de l'artère afférente, ils vont détecter une hyperpression au niveau de l'artère afférente. Ils vont faire quoi comme réflexe? Une vasoconstriction. Alors, ils vont diminuer le diamètre, ils vont faire ce qu'on appelle la vasoconstriction. Pour quel objectif? Pour protéger le glomérule, d'accord? Pour assurer juste une quantité du sang bien limitée, pour assurer une pression hydrostatique bien limitée, pour assurer un débit de filtration glomérulaire à 120 ml par minute. D'accord? Très bien. Ça s'appelle le mécanisme myogénique. D'accord? Maintenant, un deuxième mécanisme qui s'appelle la rétrocontrôle négatif tubulo-glomérulaire. Alors finalement, c'est quoi ce rétrocontrôle négatif tubulo-glomérulaire? Alors il repose sur l'appareil juxtaglomérulaire. Et c'est quoi cet appareil juxtaglomérulaire? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que voilà le glomérule, voilà l'artère afférente et voilà l'artère efférente. D'accord? L'artère efférente. Voilà la capsule d'Ouboumen, voilà comment dirais-je, le tube contourné proximal. Maintenant, le tube l'once de Hilley, on le prend comme ça. Et hop, le tube contourné distal. Alors, l'appareil juxtaglomérulaire, d'accord, c'est quoi? C'est le contact entre le tube contourné, de ce tube contourné distal, avec cette boucle, ce glomérule, et ces deux artères afférentes et efférentes. C'est celle-là. Ça s'appelle le système ou l'appareil juxtaglomérulaire. D'accord? Alors, il fait partie de la paroi du tube contourné proximal, et il touche les deux artères afférentes et efférentes et une petite zone là entre glomérule et le tube contourné distal plutôt. D'accord? Ça, c'est l'appareil juxtaglomérulaire. D'accord? Alors, si on le prend sous forme coupe, on va trouver celle-là. Voilà, c'est le tube contourné proximal, d'accord? Et voilà l'artère afférente et efférente, et le glomérule, elle est de l'autre côté. Alors, c'est celle-là, tout cet appareil s'appelle l'appareil juxtaglomérulaire, d'accord? Alors, ces cellules qui se trouvent au niveau du tube contourné distal, et elle est en contact avec les deux artères, et bien sûr au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire, s'appelle macula densa. D'accord? Alors, si macula densa, elle va faire quoi? Alors, quand on a une augmentation du débit de filtration glomérulaire, j'ai assez du sang qui arrive au niveau rénal. D'accord? J'ai assez du sang qui arrive au niveau rénal. D'accord? Voilà, j'ai assez du sang qui arrive au niveau rénal. Il y aura une filtration glomérulaire importante. Le liquide ou bien l'urine primitif, il passe par ici, l'once de Hilley, et hop, ils vont arriver au niveau du tube contourné distal. Au niveau du tube contourné distal, il y aura une réabsorption du NaCl. On va parler de ça, d'accord? Alors,
Cette réabsorption du NaCl, elle est détectée par les petites cellules qu'on a parlé du macula densa, d'accord? Alors, ces cellules de macula densa, elle va détecter qu'il y aura une concentration importante, d'accord, du NaCl, d'accord? Et le signal au niveau de la macula densa serait une augmentation de la quantité du NaCl, d'accord, en particulier de chlore, arrivant dans le tube contourné distal. On a assez de quantité qui se trouve ici. Et elle est secondaire à quoi? Elle est secondaire à une augmentation de la filtration glomérulaire. D'accord? Alors, l'augmentation de la réabsorption du NaCl à travers la macula densa provoque une vasoconstriction de l'artériole afférente, entraînant une diminution du débit sanguin glomérulaire et baisse de la filtration glomérulaire. D'accord? Alors, la macula densa, elle peut détecter qu'il y a une réabsorption importante, d'accord? Une réabsorption importante du NaCl. Alors, et cette augmentation de réabsorption de NaCl, ça veut dire qu'il y avait une filtration importante. Alors, le signal, il va aller directement vers l'artère afférente ou bien l'artériole afférente pour provoquer la vasoconstriction. Cette vasoconstriction, d'accord, elle va bloquer, elle va diminuer le débit sanguin rénal et elle va diminuer ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il paraît un petit peu compliqué, mais en réalité, ni compliqué, ni rien du tout. D'accord? Alors voilà, ça s'appelle le rétrocontrôle négatif tubulo-glomérulaire. D'accord? Maintenant, on arrive au contrôle hormonal, les contrôles hormonaux. Le contrôle hormonal, par un système qui s'appelle le rénine-angiotensine intrarénal. Alors, plutôt les cellules de macula densa, d'accord, ils vont sécréter la rénine, d'accord? Ou bien il vient d'où ce rénine-là? Alors, le rénine, c'est un vasoconstricteur puissant. Il va entraîner une chute de débit sanguin glomérulaire avec une augmentation de la pression hydrostatique capillaire glomérulaire et une augmentation de la fraction de filtration. D'accord? Alors alors on a dit que le rénine, bien la rénine, c'est un vasoconstricteur puissant, mais beaucoup plus sur l'artériole afférente, d'accord? Et beaucoup plus sur l'artère efférente. Alors il y aura comme si une vasodilatation au niveau de l'artériole afférente. Alors il y aura une stagnation du sang en contact avec le glomérule et bien la barrière glomérulaire, et ça va augmenter la filtration glomérulaire. Alors on a d'autres hormones, la prostaglandine, d'accord, qui sont synthétisées dans le cortex et le médulaire. D'accord? Alors les prostaglandines entraînent une baisse de résistance artériolaire des artérioles afférentes et efférentes. Alors les prostaglandines, elles vont provoquer une vasodilatation. Vasodilatation, ça va ramener acide du sang et ça va augmenter le débit de filtration glomérulaire. D'accord? Toujours le système hormonal, on a les kinines et kallikréine. C'est un vasodilatatrice, bien sûr au niveau des artérioles. On dit artériole, on ne dit pas artère, peut-être je dis toujours artère, sont des artérioles afférentes et l'artériole efférente. Alors, l'autorégulation intrinsèque, ou bien la régulation intrinsèque par le mécanisme hormonal, c'est la rénine-angiotensine, c'est la kinine-kallikréine et la prostaglandine. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir un débit sanguin rénal stable, d'accord, constant, pour que le débit de filtration glomérulaire soit aussi constant, d'accord. Excellent. Maintenant, on va parler de la régulation extrinsèque. Alors, on a 4 systèmes. On a le système de rénine-angiotensine, mais cette fois, pas au niveau intrarénal, mais par contre, au niveau de circulation périphérique. Maintenant, deuxièmement, on a le système nerveux sympathique, d'accord? Et on a l'ADH, d'accord? Alors l'ADH, il a un rôle antidiurétique, il a une action sur le tube collecteur, mais il a quand même une action sur la régulation
de la vascularisation, si on peut dire, glomérulaire, d'accord, et les artérioles glomérulaires, d'accord. Et on a le facteur atrial natriurique, d'accord. Alors pour la régulation du débit sanguin rénal extrinsèque, on a la rénine-angiotensine, on a le facteur atrial natriurique qui est sécrété par les oreillettes cardiaques, on a l'ADH et on a le système nerveux sympathique. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je pense que oui. Si vous avez des questions, n'oubliez jamais de les laisser sur les commentaires. D'accord? Alors, on a dit que le rein, il a plusieurs fonctions. La première fonction, bien on n'a pas dit. Apparemment, on n'a pas dit les rôles du rein. Alors, le rein, il assure un équilibre hydroélectrolytique. C'est le rein qui garde nos électrolytes. C'est le rein qui garde le liquide qui se trouve dans le vaisseau. D'accord? Alors, comment il fait ça? Alors, on commence par le sodium. Parce que le sodium, d'accord, contrôler le sodium égale contrôler le mouvement d'eau. Ça, c'est ce que d'accord? Alors, on va voir. Alors, on a les deux artérioles afférentes et efférentes. Ils forment les capillaires glomérulaires dans une chambre qui s'appelle chambre de Bowman ou la capsule de Bowman pour donner glomérule en gros. Alors le tube contourné proximal, le tube contourné distal et le tube collecteur. Très bien. Lance de Hillet, tube contourné distal et le tube collecteur. D'accord? Excellent. La vascularisation, l'artère afférente, elle va continuer le passage pour aller près du tube contourné proximal et ça s'appelle les capillaires péritubulaires. Et ils vont tourner autour du lance de Henle et ça s'appelle la macula densa, d'accord? Et ils vont redevenir ce qu'on appelle et voilà, d'autres branchements, d'accord? Alors, la macula densa, elle commence à aller dans le tube contourné distal. Ça, c'est l'anse de Henle. Ça, c'est le tube collecteur. Ça, c'est le tube contourné proximal. D'accord? C'est clair? Très bien. Alors, on commence par le sodium, le mouvement du sodium. Alors, le sang, il est filtré au niveau du glomérule. Alors, les urines primitives, ils ont la même concentration en sodium que le plasma. Il a tout filtré, d'accord? Alors, au niveau du tube contourné proximal, il y aura ce qu'on appelle une réabsorption, une récupération des électrolytes, une récupération de l'eau, une récupération du glucose, de tout. S'il n'y aura pas ce système-là de récupération, on était mort, d'accord? Parce que les 180 litres par jour qui passent par ici, ils vont subir un mouvement de résorption et un mouvement de sécrétion. On va parler de sécrétion. Alors le sodium qui arrive ici, il va être réabsorbé avec un pourcentage de 65%. Regardez, 65% du sodium filtré doit être réabsorbé, récupéré la lumière tubulaire vers le sang, si on peut dire, les capillaires. D'accord? Excellent. Et parce qu'on a récupéré 65%, on a aussi doit récupérer une grande quantité de l'eau. D'accord? Parce que le mouvement, il est isotonique. D'accord? Alors, j'ai récupéré le sodium, je dois récupérer l'eau en même quantité. D'accord? Alors, il y aura une récupération importante de l'eau à ce niveau-là. D'accord? Très bien. Alors, ce mouvement de récupération s'appelle la réabsorption. D'accord? Alors, il est assuré, cette réabsorption, si on prend par exemple une petite cellule à ce niveau-là qui se trouve dans le tube contourné proximal, voilà la petite cellule à travers une cellule, à côté d'une cellule qui forme la paroi du tube contourné proximal. Alors au niveau cellulaire, de ce côté-là, j'ai le côté urinaire et de côté-là, j'ai le côté sanguin. D'accord? Alors, il y aura une récupération, veut dire le sodium qui se trouve dans les urines, il va se trouver après de le sang récupéré et ce mouvement-là s'appelle la réabsorption. D'accord? Excellent. À travers des pompes,
on a des pompes à ce pôle-là et à ce pôle-là. On a des pompes qui assurent l'entrée du sodium, d'accord, et l'entrée et la sortie du H+, d'accord. On a d'autres pompes qui consomment de l'ATP, qui fait rentrer 3Na, il fait sortir 3Na et fait rentrer le potassium, d'accord. Et on a d'autres pompes, d'accord, qui assurent le rentrée du glucose en intracellulaire. Ici, voilà, il se trouve ici. Alors, il fait récupérer le glucose avec le sodium. D'accord. Et on a aussi la bicarbonate. Aussi, elle est récupérée à ce niveau-là. D'accord. Alors, au niveau du tube contourné proximal, 65% du sodium, il est récupéré. Et avec la récupération de ce sodium, d'accord, on a une récupération du glucose. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le sang est filtré. D'accord. Filtré, glucose, sodium, potassium. Et dans la situation normale, on n'a pas du glucose dans les urines, sauf si on a une hyperglycémie. D'accord. Alors, si on a une glycémie qui dépasse les 10 millimoles, ou bien 1,8 millimoles, grammes par litre, les pompes ou bien les transporteurs qui assurent le passage du glucose du milieu urinaire ou bien au niveau du tube contourné proximal vers le capillaire, ils sont saturés. D'accord. Alors les transporteurs, ils peuvent transporter les molécules de glucose si la glycémie elle est inférieure à 1,8. Si la glycémie elle dépasse le 1,8 ou bien 10 millimoles, comme conséquence, il y aura une apparition du glucose dans les urines. Alors le transport du glucose est le transport saturable, si on peut dire. On a des transporteurs, on a un nombre bien limité de transporteurs. Ils sont tous saturés. Malheureusement, le glucose, s'il est en excès, Allah ghalib, il va être sorti ou éliminé dans les urines. D'accord? Excellent. C'est la même chose pour la bicarbonate. La bicarbonate, aussi, elle est récupérée à ce niveau-là, dans le type contourné proximal. Tant que la concentration de bicarbonate elle est inférieure à 27 millimoles. Si la concentration du bicarbonate au niveau sanguin, parce qu'au niveau sanguin ou bien au niveau des urines primitives, c'est la même chose. D'accord. Alors si la concentration du bicarbonate elle est inférieure à 27, oui, les transporteurs sanguins n'ont pas saturé, ils vont récupérer tout le 27 du bicarbonate. Par contre, si la concentration du bicarbonate dépasse le 27, hop, il y aura une bicarbonate dans les urines. D'accord? Parce que c'est un transport saturable. Excellent. Alors, à ce niveau-là aussi, il y a une sécrétion. C'est quoi cette sécrétion? Ça veut dire un passage des électrolytes ou bien des composants, des molécules, du milieu sanguin vers le milieu urinaire, autre que la filtration. D'accord? Alors la filtration, oui, c'est le passage du plasma du milieu sanguin vers le milieu urinaire. Ça s'appelle la filtration. On a un autre moyen qui s'appelle sécrétion, qui fait faire sortir certaines molécules, mais cette fois, pas des capillaires glomérulaires, mais des capillaires péritubulaires. D'accord? Alors la sécrétion, c'est le passage des molécules du milieu sanguin vers le milieu urinaire. Et on voit ça pour les H+, l'acidité. D'accord? Les protons, les molécules de protons. Alors ces molécules de protons, elles vont être sécrétées à ce niveau-là. En contactant avec le phosphore, ça va donner des molécules acide phosphorique qui ne peut pas réabsorber après parce qu'il est de grosse taille. D'accord? Excellent. Alors c'est la même chose pour le calcium. Calcium, heureusement, essuie le mouvement du sodium. Si le rein il est normal et il réabsorbe une quantité importante du sodium à ce niveau-là, il va réabsorber aussi une quantité importante du calcium. D'accord? Alors, au niveau du tube contourné proximal, il y a des modifications du liquide, des urines qui est devenu plus, à la fin du tube contourné proximal, les urines ne sont pas les mêmes comme le plasma. D'accord? Excellent. Maintenant, on va aller jusqu'aux lances de Hilley. Lance de Hilley. Au niveau de lance de Hilley, pour le sodium toujours, et on parle du sodium, on a une réabsorption de 25
du sodium. Alors, au niveau du tube contourné proximal, on a réabsorbé 65% et on a réabsorbé avec elle une quantité énorme de l'eau. D'accord? Pour garder toujours le sodium réabsorbé et isotonique. Si on peut dire, le liquide, hein, pas le sodium. Au niveau de l'once de Hilley, il y aura une réabsorption de 25% de sodium. Mais avant de ça, on a deux branches. On a la branche descendante et la branche ascendante. D'accord? Alors, au niveau de la branche descendante, cette branche descendante, elle est imperméable au sodium. D'accord? Le sodium, il ne peut pas récupérer à ce niveau-là. Par contre, l'eau, oui. Alors, ce segment-là, il est perméable à l'eau. D'accord? La branche descendante, elle peut laisser l'eau s'effiler, يخرج من tibule vers la vasa recta. C'est ce qu'on appelle la réabsorption. Très bien. Par contre, elle ne donne pas l'autorisation au sodium pour qu'il soit sorti. D'accord? Alors le sodium, il va rester concentré dans les urines et on a une réabsorption de l'eau, réabsorption de l'eau, réabsorption de l'eau. Alors les urines qui arrivent à la pointe de l'once de Hilley sont des urines riches en sodium. D'accord? Et quand on dit riche en sodium, ça veut dire en hyperosmolarité. D'accord? Le sodium, c'est la molécule mère qui assure l'osmolarité. Tant que vous avez une grande quantité du sodium, vous avez une hyperosmolarité. D'accord? Alors si on prend ici, on a dit que l'osmolarité sanguine, elle est autour de 290. Très bien. Alors au niveau du tube contourné proximal, l'osmolarité, elle est toujours à 290. Pourquoi? Parce qu'on a récupéré le sodium et on a récupéré la quantité équivalente de l'eau. Alors le liquide qui va rester ici, il est toujours isotonique. Je veux dire, il n'a pas les mêmes compositions comme les urines primitives ici, ou bien le plasma. Par contre, ils sont isotoniques. Exactement comme plasma. D'accord? Parce qu'on a réabsorbé le sodium et on a réabsorbé la quantité équivalente de l'eau pour garder toujours le liquide qui se trouve ici, qui sont des urines isotoniques. D'accord? Très bien. Maintenant, l'osmolarité, elle augmente parce qu'on a une réabsorption de l'eau sans sodium. Et ça va générer quoi? Ça va générer une hyperosmolarité à 1200 milliosmoles par litre. D'accord? Alors, cette hyperosmolarité que se trouve au niveau urinaire, elle touche son maximum ici, au niveau de pointe de l'once de Hilley. D'accord? Excellent. Maintenant, la branche ascendante. Pour la branche ascendante, il y aura le contraire. Une réabsorption du NaCl. Par contre, pas de passage de l'eau. L'eau, elle ne peut pas passer. Ce segment-là, il est imperméable à l'eau. Par contre, il réabsorbe le NaCl, le sodium, à travers des pompes. Des pompes, on a le NCC, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais sont des pompes qui assurent le passage du sodium, d'accord, du milieu urinaire vers le milieu interstitiel avant d'aller au macula densa, qui sont les vaisseaux, ou bien les capillaires qui entourent l'once de Hilley. D'accord? Très bien. Alors j'ai un passage du sodium sans passage de l'eau, un passage de sodium, ça va entraîner quoi? Tout d'abord, ça va entraîner une diminution de l'osmolarité des urines, ou bien du liquide qui se trouve dans ce segment urinaire de l'once de Hilley, parce que j'ai une perte du sodium, sans perte de l'eau. D'accord? Rappelez-vous toujours qu'avant, l'osmolarité, elle était très importante. Maintenant, je commence à éliminer le sodium. D'accord? Alors, éliminer. À ce niveau-là, au niveau de l'entrée du tube contourné distal, l'osmolarité, elle est 290. Exactement comme le tube contourné proximal et l'osmolarité sanguine. D'accord? Alors, comme vous voyez,
Le sodium, il se trouve maintenant dans l'interstition. Son passage vers le vasa recta, il est un petit peu lent. D'accord? Et il va rester ici. Et ça va générer quoi? Ça va générer une augmentation de l'osmolarité interstitielle pour que soit égal à 1200 milliosmoles par litre. D'accord? Alors le sodium qui passe son passage de l'eau vers l'interstition et qui prend un retard pour aller vers, comment dirais-je, pour aller vers le vasa recta, ça va créer une hyperosmolarité à ce niveau-là. D'accord? Alors peut-être un parmi vous, il me pose la question. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt de toute cette histoire? J'ai une osmolarité normale des urines. Après, il y aura une concentration, puis une dilution. Une dilution, quand on dit dilution, pas par apport d'eau, mais par d'élimination du sodium. Alors, ça s'appelle le segment d'élimination, ou bien de dilution, et ça s'appelle le segment de concentration. Alors, c'est quoi l'intérêt de toute cette histoire de concentration, dilution, alors que à la fin, j'ai toujours une osmolarité à 290? On va voir l'intérêt. Alors, rappelez-vous toujours que le rein, il est composé de deux parties. Une partie corticale et une partie médulaire. Alors, la partie corticale, elle se trouve, voilà, au niveau pas. La partie corticale, ou bien les glomérules, le tube contourné proximal, tube contourné distal, il se trouve dans la partie corticale. D'accord? Elle se trouve dans la partie corticale. La partie médulaire, d'accord? La partie médulaire, elle comporte l'once de Hilley qui sont très profondes là, dans la zone médulaire. Et de l'autre côté, on a le tube contourné distal, ou le tube distal, plutôt le tube collecteur. D'accord? Alors, l'intérêt, cette différence-là d'osmolarité entre le cortical et le médulaire s'appelle le gradient osmolaire cortico-papillaire, ou bien cortico-médulaire. D'accord? Alors, ce gradient, il sert à quoi? Au fait, il sert à, initialement, si vous vous rappelez, on a dit que dans la branche descendante, il y aura un passage de l'eau. Très bien. Le passage de l'eau, il passe d'une manière passive ou active? Alors, il passe d'une manière passive. Et pour qu'il passe d'une manière passive, il faut qu'il passe de moins osmolarité vers le plus d'osmolarité. C'est pour cette raison qu'il y aura cette hyperosmolarité qui se trouve dans l'interstition. Elle va pousser l'eau à passer du milieu urinaire vers le milieu interstitiel. Puis après, et rapidement vers le vasa recta, si on peut dire. D'accord? On veut dire l'eau, il ne va pas rester ici aux interstitions. S'il va rester au niveau interstitiel, bien sûr, il va diminuer l'osmolarité, il va détruire ce gradient. Alors, il va rejoindre rapidement la circulation sanguine. D'accord? Ça, c'est primo. Secondo, c'est pour le canal collecteur. D'accord? Alors, sur la canal collecteur, si vous vous rappelez, on a des aquaporines. D'accord? Alors, ces aquaporines, à l'état physiologique, ils ont fermé ou bien ouvert. Alors, à l'état physiologique, ils ont fermé. Ils sont fermés, alors les urines passent et sortent. Une fois que j'ai une hypotension, j'ai besoin de liquide, alors l'hormone ADH, elle va venir. Alors, elle va stimuler, elle va entraîner une ouverture de ces canaux d'aquaporine. Et cette ouverture, elle va provoquer quoi? Elle va provoquer alors un passage d'eau d'une manière passive du canal collecteur vers l'interstition. Et après, bien sûr, vers le tubule vers le capillaire péritubulaire. D'accord? Alors, ce passage, il est d'une manière passive. Il subit à la loi de l'osmolarité. Parce que l'osmolarité au niveau interstitium, elle est très élevée. Quand les aquaporines s'ouvrent, hop, il y a une sortie rapide de l'eau du milieu urinaire vers le milieu interstitium, puis rapidement vers les capillaires. Et ça s'appelle une récupération de l'eau. Alors le gradient cortico
papillaire, osmolaire, cortico-papillaire, c'est lui qui assure ou là, qui prépare l'environnement au passage d'eau au niveau du tube collecteur sous l'action de l'hormone antidiurétique. D'accord? Il paraît barbant, mais il suffit juste de concentrer un petit peu. Hein? D'accord? Excellent. Maintenant, on arrive au niveau du tube contourné proximal. Alors, au niveau du tube contourné proximal, il y aura quoi? Il y aura une récupération du sodium, une réabsorption du sodium, NaCl, sans passage de l'eau. Il n'y a pas d'eau, hein? Il n'y a pas de réabsorption de l'eau. D'accord? Alors, ça va provoquer quoi? C'est 290 et je commence à éliminer, à récupérer le sodium. Alors, le liquide qui va se trouver ici, il va aller jusqu'aux 60 milliosmoles. Il va être très hypotonique. D'accord? Pourquoi? Parce que je commence à réabsorber une quantité de 5 à 10%, ici à 65, l'once de Illy 25%, et au niveau du type contourné proximal, j'ai 5%. J'ai absorbé 5% du NaCl sans absorber l'eau. Et ça va provoquer quoi? Une dilution de l'urine au niveau du tube contourné distal. D'accord? Excellent. Maintenant, les urines, il arrive très hypotonique. Veut dire, quand on dit hypotonique, veut dire elle est riche en eau, pauvre en sodium. D'accord? Alors, elle se trouve au niveau du tube collecteur. Maintenant, selon l'état d'hydratation du malade ou bien de l'être humain. Si l'être humain il est bien hydraté, alors ses aquaporines elles ne vont pas être ouvertes. Alors, le liquide hypotonique, il va être éliminé sous forme hypotonique. Parce que le malade, il est bien hydraté, il a bu trop, une quantité très importante d'eau. Alors, les urines vont être des urines hypotoniques. Par contre, si vous ne prenez pas assez d'eau, si vous êtes déshydraté pour une raison X, hémorragie, hypovolémie, brûlure, sueur intense, l'ADH, l'hormone ADH, il va être sécrété. Alors, l'ADH, il va venir ici, au niveau des aquaporines. Alors, il va provoquer l'ouverture de ces aquaporines. Et quand on dit ouverture des aquaporines, l'eau qui se trouve ici, d'accord, dans le canal collecteur, il va passer rapidement, grâce au gradient cortico-papillaire, vers l'interstition, puis vers la circulation sanguine, si on peut dire. Alors, il y aura une récupération de l'eau, parce qu'on est en besoin. D'accord? Comment ça? Le malade, il est déshydraté et il libère l'eau, il élimine l'eau? Bien sûr que non. Alors, il va récupérer l'eau. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il paraît un petit peu barbant, mais bon, hein. Alors, l'ADH, ou bien au niveau du contourné distal, on a oublié une toute petite chose, que même au niveau du type contourné distal, on a des pompes qui récupèrent le sodium à raison de 1%. D'accord? Alors, la toute petite quantité du sodium qui reste au niveau, ici, hein, elle va être récupérée par le tube contourné, par le tube collecteur. C'est-à-dire, même le tube collecteur, il a un rôle important pour la régulation du bilan hydrique, mais quand même, il réabsorbe une petite quantité du sodium. Sur l'action de l'aldostérone. D'accord? C'est-à-dire, l'aldostérone, il a un effet sur l'absorption, la réabsorption du sodium au niveau du tube collecteur. Est-ce que c'est clair? Il paraît vraiment barbant, mais bon, hein, on n'a pas le choix. Alors voilà un petit peu ce qu'on appelle la physiologie rénale. Alors on a parlé trop de sodium et de l'eau, et on a peu parlé du bicarbonate, glucose, acide aminé et tout ça. Alors, pour le glucose, il paraît que c'est normal. Pour le phosphate et le NH, pour le phosphate et le calcium, on a parlé de ça. Par contre, pour tout ce qui est H+, pour tout ce qui est bicarbonate, je préfère de laisser ça à physiologie ou bien à l'équilibre acido-basique, d'accord? Bien sûr, le rein, il a un rôle important, hein, d'accord? Alors, on va laisser, Inch'Allah, l'équilibre ou bien le H+, ou la HCO3- pour même le phosphore, l'ammoniac et toute cette histoire, on va les laisser pour l'équilibre acido-basique. D'accord? Excellent. Alors le rein, il assure plusieurs fonctions. Tout d'abord, équilibre hydroélectrolytique, régulation de l'équilibre acido-basique, et on n'oublie pas bien sûr une fonction endocrine, et on a oublié d'élimination des déchets, élimination des toxines et
toute cette histoire. Aussi, on n'oublie pas que le rein, il a quand même un rôle endocrine. Alors, il synthèse l'érythropoïétine, d'accord? Et il entraîne aussi l'activation du vitamine D, d'accord? En calcitériol, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'hydroxylation en alpha, d'accord? Et bien sûr, le vitamine D, elle va faire quoi? Elle va réabsorber, bien sûr, le calcium au niveau intestinal. Bien sûr, le rein, il va éliminer les déchets, d'accord, et les produits hydrosolubles, surtout la charge azotée, d'accord, sous forme urée créate. Il élimine aussi l'acide urique, hein, c'est un produit issu de dégradation de l'acide nucléique, ok. Et n'oubliez pas qu'il élimine les substances exogènes, médicaments, par exemple, les toxines et toute cette histoire. Alors j'espère bien que c'est clair. Bon, s'il paraît que c'était un petit peu barbant, mais il suffit juste de concentrer et de suivre avec moi, vous allez bien comprendre, Inch'Allah. Alors si vous avez des questions, n'hésitez jamais à les poser et salam alaikum.